À la page 22 du chapitre 25 de mes notes de cours, on fait la deuxième situation de la section 4.9 de Séguin et c'est la dernière situation du livre de Séguin. C'est la dernière situation de mon cours de mécanique. Merveilleux, n'est-ce pas? C'est une situation quand même costaud. Une boule percute une tige, pas tant costaud que ça au niveau des mathématiques et de la physique, mais au niveau de bien comprendre ce qui se passe. Une boule percute une tige. Donc, si on veut bien comprendre ce qui se passe, commençons par lire comment Séguin la décrit à la page 521. Après une première lecture, on va identifier nos données. Petite boule de mastic de 20 grammes, donc 0,02 kg, B pour mastic, va percuter une tige mince homogène de 120 grammes, 0,12 kg, T pour tige. La longueur de la tige c'est 1. Oups, problème mot, je vais utiliser le L majuscule tout à l'heure pour le moment cinétique. J'utilisais souvent le L pour les longueurs, pour les dimensions, mais là, je me trouve être en conflit, donc là, j'ai pris un L cursive minuscule pour la dimension. C'est un symbole d'ailleurs qui est discuté, autorisé quand on lit les normes internationales. J'aurais pu toujours le prendre. La boule frappe la tige avec une vitesse horizontale de 3 mètres secondes, ce que j'ai écrit là. Donc la boule de mastic, sa vitesse initiale, c'est 3 mètres secondes. Au moment où elle frappe la tige, vitesse initiale de la tige était immobile, L. On simplifie un peu le problème là. On nous dit que le tout reste collé ensemble, donc c'est une collision parfaitement inélastique. La vitesse finale de la boule et de la tige vont être la même, ça va tourner ensemble après la collision. On désire déterminer la vitesse angulaire, donc évidemment c'est la même vitesse angulaire aussi. Le schéma maintenant que l'on complète avec ce qui nous a été donné, ou pire qu'on a à faire au complet si jamais il n'y a pas eu de schéma avec la description. Donc le MB c'était ma balle ici qui avait une certaine vitesse initiale. La tige est dessinée ici au centre, donc le MT est à côté. Longueur de la tige, c'est une cote pour montrer la dimension de la tige. Vitesse initiale de la balle, on l'a déjà fait. Vitesse initiale de la tige à 0, j'ai rien dessiné. Montrer que tout tourne ensemble, ici, j'ai ma balle qui est venue faire collision avec la tige. Là, je l'ai dessiné un quart de tour plus loin, les deux ensemble. J'ai mis un petit vecteur vitesse finale ici, là, pour montrer que tout ça maintenant tourne ensemble. Et on me demande quelle est la vitesse angulaire, donc illustration typique d'une vitesse angulaire là, autour d'un axe de rotation. Donc, mon point d'interrogation, c'est une vitesse angulaire. J'ai eu un changement de moment cinétique. Il faut que je fasse attention, j'ai tendance à dire de quantité de mouvement. C'est pas vraiment une quantité de mouvement, c'est similaire, c'est comparable, mais c'est pas une quantité de mouvement. Puis je me demande quel outil je vais prendre. Ce qu'il faut surtout que je fasse attention, c'est que j'aurais pu dire, il y a eu collision, je vais prendre quantité de mouvement, principe de conservation de quantité de mouvement. Mais là, c'est plus qu'une collision, ça tourne en même temps. Donc, je vais prendre plutôt conservation du moment cinétique. Puis je ne le prends pas parce qu'il y a eu collision. Hein. C'est pas quantité de mouvement, P est égal à MV, on le prenait presque automatiquement quand il y avait collision, mais ça s'applique en tout temps. Mais ça aussi, c'est un peu le même principe. J'utilise pas ça parce qu'il y a eu collision. J'utilise plus ça pour dire que ma quantité de mouvement, entre guillemets, de type rotatif, va être conservée. Et ça fait apparaître ce paramètre-là, parce que ça, c'est l'égalité des L, puis dans L, il y a toujours I fois oméga, un peu comme il y a P est égal à MV, mais là, c'est L est égal à I fois oméga, puis ça fait apparaître mes oméga. Donc, principe de conservation du moment cinétique, j'ai pris le format tous les moments cinétiques finales, parce qu'il peut y avoir plusieurs composantes d'un système, sont égales à tous les moments cinétiques initial, final, initial, excusez. Ça implique que je vais étudier pour la balle puis pour la tige, puis en initial pour la balle et pour la tige. Et là, je vais prendre ma formule que c'est I fois oméga. Donc là, je suis en finale pour la balle, en finale pour la tige, en initial pour la balle, en initial pour la tige. Un peu long à remplir, mais on n'a pas bien le choix. Et là, je vais essayer de tirer des conclusions. On a dit qu'on avait la même vitesse finale autant de tige que de balle, donc je peux utiliser ce symbole-là à la place, donc I finale balle fois lui, I finale tige fois la même chose, ça me permet de faire des regroupements.
I initial de la balle, ça va être mon vitesse initiale angulaire de la balle, puis I initiale de la tige, bien elle avait un 0. Quelqu'un ici aurait pu penser à dire, je vais mettre un 0 aussi, ça ne tournait pas au départ. Mais ça, c'est vraiment un peu comme quand on faisait collision, juste avant la collision. Quand on calcule le moment cinétique, le L qui est ici, on calcule le moment cinétique par rapport à un axe de rotation. Puis la balle, quand elle était ici, même si elle n'aurait pas eu de collision, même si elle aurait passé tout droit, ben, j'aurais pu dire elle a un moment cinétique quand elle est ici. Un moment cinétique qui est lié à l'axe de rotation qui est ici. Qui aurait été quand même, j'aurais eu la même valeur. J'aurais pu calculer cette valeur-là, que je clique présentement, même si la balle aurait passé tout droit. Parce que le I se calcule, c'est une particule qui possède une certaine masse fois le rayon. Le I, c'est mr dans le cas d'une particule. J'aurais pu calculer quel était son moment cinétique au moment où elle passait à cet endroit-là. Donc, elle possédait un moment cinétique, même si elle ne tournait pas. Okay? Et je ne mets pas ce terme-là égal à 0 un petit peu. C'est pour ça que je dis que c'est quand même assez complexe. Ce terme-là n'est pas égal à 0. J'aurais pu imaginer aussi que, à partir de ce moment-là, elle tournait. Je ne sais pas comment ça qu'elle était retenue en circulation, mais il n'y a jamais eu collision. Elle n'a jamais pogné la tige, mais elle était en rotation. Donc, son V qui est ici peut se transformer en... Elle avance dans l'espace sur une ligne droite, mais là, maintenant, elle avance dans l'espace sur le pointillé. Mais quoique, quand elle s'est mise à faire ça, là, elle s'est cognée à la tige, puis elle a changé ses valeurs. C'est un concept qui n'est pas facile à comprendre. On peut toujours lire comment Séguin l'exprime dans son paragraphe, mais il me semble que c'est pas évident non plus là, de mémoire. Là. Je ne l'ai pas relu dernièrement. Donc, je continue, je mets le oméga final en évidence. Il me reste ces deux termes-là. De l'autre côté, je vais avoir mon oméga initial fois le I initial fois le oméga initial pour la balle. Je cherche, il faut se rappeler ce qu'on cherche dans ça, c'est le oméga final qu'on cherche. Donc, je vais isoler le oméga final. Donc, c'est un rapport des I fois le oméga initial. Ça ressemble beaucoup, mais on avait la même chose quand on faisait du P est égal à MV. La vitesse finale était un rapport de vitesse initiale, puis c'était les masses qui jouaient souvent ces rapports-là. Mais je ne connais pas le oméga initial de la balle. Il va falloir que je le calcule, puis que je considère que cette vitesse-là s'est transformée en vitesse circulaire au moment même où elle est arrivée ici. Donc, relation entre une vitesse linéaire et une vitesse angulaire. Vitesse linéaire, vitesse angulaire. La relation entre les deux, ben, c'est le rayon de la trajectoire que ma balle avait. Donc, la vitesse initiale de la balle fois le rayon, ben, c'est une demi-LT fois ma vitesse initiale de la balle. Et ça, ben, c'est des choses qui sont connues. Le LT est connu, puis la vitesse initiale était connue. Je vais isoler pour remplacer ce terme-là. Donc, oméga initial B. Le 2 va aller multiplier l'autre barre, ça va diviser par LT. Et quand je disais que c'était des connus, ben, voyons, on a tous des chiffres, on pourrait le calculer. Ou bien donc, je décide de travailler avec les symboles et de ramener cette chose-là dans ça. Il va me rester quand même les I à calculer. Le I de la balle, ben, c'est une particule. Donc, chapitre 13, comment calculer le I pour une particule. Donc, la masse de la balle fois son rayon, ben, qui est une demi-LT. Je peux le calculer, mettre un chiffre si on veut. Ça, c'est le I de la balle que j'avais en haut et en bas. Il y a le I aussi de la tige. Chapitre 13, comment calculer le I de la tige. C'est vrai, le I initial de la balle, ben, la balle, c'est le petit pointillé qu'il y a là. Donc, en initial ou en final, parce que c'est vrai que dans le terme ici, il y avait initial en haut et final en bas, mais il reste que c'est une particule qui tourne, parce qu'on a dit que les I, on pouvait faire la somme. Donc, quand il était tout seul en initial, puis quand il final, il est pogné avec l'autre, ben, je peux les séparer en deux. Donc, un coup qui est séparé en deux, ben, il y a le même I qu'il y avait au départ. Je vous l'ai dit, il y a des aspects de compréhension qui ne sont pas évidents dans ce problème-là toujours. Mais en tout cas, je vais arriver exactement à la même valeur. Il y a le même I en finale ou en initiale la balle. Et après ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans le chapitre 13, le I d'une tige. Donc, on va chercher la formule du I d'une tige, c'est une demi-L fois la longueur de la tige. Faites attention, hein, le L qui est ici, puis le L au départ, c'est pas la même chose. Ici, je suis en train de parler d'une longueur de tige, puis en haut, je parle du moment cinétique. Ça commence à être compliqué.
I final de la tige, donc 1/2 fois la masse de la tige fois la longueur de la tige. J'aurais pu tout de suite le transformer, mais dans la formule, c'est vraiment écrit un L. Le L sert 2 fois là, dans des formules différentes de physique pour exprimer des grandeurs de physique différentes. Donc ça aussi se calculait, où je travaillais avec les symboles, puis j'en ai tout un dans l'autre. Donc oméga final, c'est mon I initial, qui était MB 1/2 LT. Donc j'ai MB 1/2 LT, multiplié par ça, mais ça c'était 2 fois vitesse initiale, puis divisé par LT, puis j'avais divisé par ça plus ça, donc là j'ai encore 1/2 MB, le terme qui est ici, MB 1/2 LT carré, puis j'ai aussi le 1/12e plus le 1/12e de l'autre. Avec les symboles, ça fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Et en bout de ligne, là, je peux faire mon calcul avec les chiffres, ou j'aurais pu utiliser les chiffres dès le départ. Quelqu'un qui n'aime pas traîner toutes ces équations-là aurait pu utiliser les chiffres. Et on arrive à 2 radians par seconde, la réponse qu'on recherchait, notre dernière réponse cette année pour les vidéos.